Bonjour! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la guerre de 100 ans et je vais vraiment aller à l'essentiel pour qu'on comprenne bien les enjeux, pourquoi c'est important, comment ça a été traité et qu'on retienne quelques dates, quelques grands noms et qu'on puisse le resituer dans l'histoire. Ça me semble important parce que, que mes étudiants me disent un petit peu des choses étranges sur cette guerre de 100 ans. Et du coup, je me suis dit peut-être que, en fait, c'est que eux et que mes collègues connaissent mieux. Et donc, j'ai demandé juste avant de faire cette vidéo à un collègue en sciences physiques de la quarantaine que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, voilà, toi qui représentes l'homme de la quarantaine, plutôt érudit et intelligent, est-ce que tu peux me dire, si je te dis guerre de 100 ans, ce qui te vient à l'esprit? Donc j'ai eu un gros blanc et je lui dis bah vas-y, essaie de me le situer dans le temps, n'aie pas honte et tout. Alors il me dit bah je mettrais ça vers 900, 1000 et tout. Donc du coup ça fait un petit peu entre Charlemagne et les croisades et c'est pas ça du tout. Alors je lui dis mais si je te dis des grands mots-clés, est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? Il réfléchit, il me dit alors c'est contre les Anglais c'est Richard Cœur de Lion, il est encore né 2 siècles trop tôt. Donc voilà, et je lui dis les Armagnacs, les Bourguignons, ça te dit quelque chose? Il me regarde un peu non. Et je lui dis, si je te dis Azincourt, il me fait brrr. Et si je te dis Bertrand du Guesclin, il me dit, oh là, ça m'évoque quelque chose, mais genre très très loin. Donc voilà, donc ça c'est le début, c'est la déculpabilisation totale. Vous ne connaissez pas bien la guerre de 100 ans, ou peut-être vous la connaissez bien et vous la regardez juste pour m'apostropher en disant ouais mais c'est pas 1421, c'est 1422, des choses comme ça, mais on n'en est pas là, on pose juste les bases. On y va. Alors, je commence par une bonne nouvelle. On croit que la guerre de 100 ans fait 100 ans, mais non, vous avez gagné 16 ans de bonus. La guerre de 100 ans a commencé, la date historique qu'on donne, c'est 1337, et on a fait aller jusqu'à 1453, donc si on calcule bien, ça fait 116. Donc vous venez de gagner 16 ans d'histoire à raconter. Donc mon défi, c'est de dire en une poignée de minutes ce qui s'est passé en environ 116 ans. Et donc, ça va être très rapide. Donc pour faire ça, j'ai divisé la chose en 5 périodes. Première période, 1337 à 1360, quand les Français se prennent une raclée. 1360 à 1380, où c'est censé être la paix, mais en fait c'est une guérilla dans laquelle les Français vont récupérer des territoires. 1380 à 1420, où en gros on va être sous Charles VI en France, qui est complètement fou, donc ça va entraîner des conséquences particulières. Et ensuite, dernière période, je vais faire 1420-1453 pour expliquer ce que j'appellerai avec des gros guillemets, le dénouement. Alors, deuxième chose à dire, oui, c'est vrai que quand on parle guerre de 100 ans, il y a quand même quelque chose qui vous revient, qui revient, parce que vous, je sais pas, hein, vous savez peut-être tout, mais il y a souvent quelque chose qui revient, c'est le personnage de Jeanne d'Arc. On dit, ah, guerre de 100 ans, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, alors oui, c'est vrai. Le truc, c'est que Jeanne d'Arc, c'est en gros, la période où elle intervient dans l'histoire du roi Charles VII, c'est 1429, 1430 et en 1431, elle se fait griller comme une saucisse peu chère par les Anglais. Donc en fait, la période Jeanne d'Arc, c'est 2 ans. Donc 2 ans sur 116 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant les 114 autres années? Voilà, je rappelle que quand il y a des films sur Jeanne d'Arc, en général, il y a un texte écrit sur l'écran, comme un petit peu dans Star Wars, pour expliquer la situation. Et on dit « Depuis 90 ans, la France et l'Angleterre se livrent de rudes combats sur le territoire français. » Voilà, donc en fait, c'est ça les 90 ans qui précèdent Jeanne d'Arc, racontés par le cinéma. Alors, du coup, quelques mots-clés, peut-être pour vous remettre dans le bain. Peut-être Crécy, ça vous dit quelque chose? Peut-être l'épisode des bourgeois de Calais, ceux qui sont amateurs d'art. Il y a la sculpture de Rodin qui représente cette scène, etc. avec des bourgeois qui n'ont pas l'air de bourgeois, on expliquera pourquoi. Peut-être le mot Azincourt, bataille d'Azincourt, etc. Et peut-être les mots Armagnac et Bourguignon. Donc ça c'est pour l'ambiance, pour vous remettre dans le siècle. Maintenant, s'il n'y a rien qui revient, c'est pas grave du tout. On y va, on est là pour ça. Et évidemment, c'est une base pour que vous alliez chercher plus loin, parce que moi, je vais juste faire évidemment une grosse caricature de 116 ans d'histoire. Alors, pourquoi la guerre se déclenche-t-elle? En fait, on a un roi qui s'appelle Philippe le Bel, c'est-à-dire Philippe le Beau Gosse. Et Philippe le Beau Gosse a 3 fils et une fille. Et Philippe le Beau Gosse meurt en 1314.
Ces 3 fils vont les succéder, ça c'est pas le problème. Mais de l'autre côté, il y a une fille, et la fille, on va en reparler. Parce que elle est mariée avec Édouard II d'Angleterre, avec qui elle va faire celui qui deviendra Édouard III. Et c'est Édouard III qui va s'imposer en fait en disant s'il y a des problèmes de succession du côté des fils de Philippe le Bel, je suis pas moins légitime vu que ma mère, machin bidule, je suis pas moins légitime puisque ma mère est la fille aussi de Philippe le Bel que la branche des hommes, des fils, etc. du côté Philippe le Bel, puisque là on est en train de faire appel aux frères puis aux cousins. Donc je récapitule. Philippe le Bel meurt en 1314. Ses 3 fils vont lui succéder. Les 3 fils ne laissent pas d'héritier. Du coup, on prend les frères, comme on le fera plus tard avec Louis XVIII et Charles X au XIXe siècle. Donc quand on n'a plus de fils, on prend les frères. Donc, on élargit le cercle familial. Le frère numéro 1 règne, il meurt. Le frère numéro 2 règne, il meurt. Et du coup, là, on n'a plus personne. Et du coup, on fait appel aux cousins. Ce qui implique de changer de branche et de mettre au pouvoir la famille des Valois. Ta-da-da. Et du coup, c'est là que Édouard III, le fils de Édouard II et de la fille de Philippe le Bel, va intervenir en disant oulala, là on en est au cousin machin, qui est même pas de la même branche de la famille, donc je vois pas pourquoi moi, qui suis de la descendance directe de Philippe le Beau-Gosse, pourquoi moi, Édouard III, j'aurais pas le droit de prétendre à la couronne de France. Donc en gros, il y a 2 personnes, un français, un anglais, qui veulent la même couronne et avoir le trône de France. Alors, qu'est-ce qui va déclencher les hostilités? C'est que en fait, il y a un territoire qui s'appelle la Guyenne, qui correspond à ce qui est aujourd'hui à peu près l'Aquitaine en un petit peu plus réduit, donc à l'ouest de Bordeaux. Donc, oui, l'image est inversée, donc à l'ouest de Bordeaux. Donc, et la Guyenne est anglaise. Alors, anglais et français, à l'époque, ça n'a rien à voir avec maintenant. Mais ça, c'est une autre question. Il faut construire un roman national quand on raconte cette histoire au 19e siècle et au 20e siècle. Donc, ça devient n'importe quoi. Mais en gros, les Anglais sont les vassaux de ce territoire qui s'appelle la Guyenne. Et qui est pas loin de Bordeaux. Et Philippe VI, donc le français, le valois, va dire, finalement, on n'est plus dans le monde féodal. Et les Anglais, qui avaient la Guyenne, mais qui étaient les vassaux des Français sur ce territoire, alors je sais plus où j'en suis dans ma phrase, mais en gros, Philippe VI va dire, on va arrêter cette histoire de vassalité, c'est complètement caduque, c'est has-been, etc. Et du coup, je vais m'approprier la Guyenne. Tadam, tadam. Et Édouard III, ça lui fait son déclencheur, il dit, oh là mon gars, ça c'est nos territoires anglais, déjà pas touche, et ensuite, puisque tu cherches la merde, moi je vais te répondre, qui sème le vent récolte la tempête. Et puisque toi, tu commences à prendre ce territoire qui est à nous, et moi, je vais carrément réclamer ta couronne parce que je suis pas plus illégitime que toi sur ce titre. Voilà, donc Édouard III débarque en France pour demander la couronne, récupérer la Guyenne, etc. etc. Il débarque. Donc là, effectivement, je résume puisqu'on était en 1337 et paf, on se retrouve en 1346 et il fait la bataille de Crécy. Crécy, c'est pas très loin d'Amiens, donc forcément, on est à peu près en face de l'Angleterre. On va pas forcément se battre dans les terres du sud-est de la France. Voilà, et donc ils sont à Crécy et les Anglais, sous Édouard III, qui est quand même un pas mauvais chef de guerre, ils déglinguent les Français à Crécy. Donc la bataille de Crécy, on est dans la première période, je vous avais dit 1337-1360, les Français se ramassent. Donc la bataille de Crécy, défaite française. Donc il continue, parce qu'il est content. Édouard III monte, il va vers Calais, il fait le siège de Calais, etc. Et c'est là qu'on a l'épisode des bourgeois de Calais. Alors vous, ça vous dit peut-être rien, mais vous en trouverez des traces dans la culture. Donc vous savez que ces vidéos, c'est aussi pour vous donner la possibilité de décrypter un petit peu les statues qu'on a autour de nous, les représentations picturales qu'on peut avoir autour de nous. Donc il y a eu une période au 19e et au 20e siècle où cet épisode était hyper célèbre. Qu'est-ce que c'est l'épisode des bourgeois de Calais ?
Donc il y avait un siège de Calais. Donc un siège, vous savez ce que c'est se mettre autour d'une ville et dire on coupe les voies d'entrée et de sortie du coup. Et du coup, les gens à l'intérieur vont crever de faim. Et du coup, bah effectivement, à Calais, les gens commencent à crever de faim. En plus, il fait moche et tout, c'est l'horreur. Et du coup, il y a des bourgeois, donc des habitants de Calais, des notables, symboliquement, qui sortent de la ville avec les clés de la ville et qui disent aux Anglais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Foutez la paix aux habitants de Calais, ils sont pour rien, ils ont besoin de bouffer. Si vous voulez, nous on sacrifie pour eux. Alors que personne n'a demandé à... Enfin, ils intéressent personne, c'est notable. Et du coup, ils disent, voilà, sauvez tout le monde, pendez-nous. Ils arrivent avec la corde au cou, tu vois, genre entrer en matière dramatique. Voilà, et en fait, le roi dit, non, non, mais je veux pas de vous, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, tout ce que je veux, c'est votre ville. Et donc, il récupère Calais. Et les bourgeois sont pas morts, parce qu'il y a une reine qui est très gentille. Enfin, on s'en fiche un peu, vous regarderez sur, sur Wiki, machin. Et du coup, Édouard III récupère Calais, il n'y a plus le siège de Calais, les bourgeois ont la vie sauve, c'est au top. Si vous avez, donc je vous l'ai dit, une sculpture célèbre de Rodin, donc, qui représente les bourgeois de Calais, donc ça vous pouvez aussi regarder sur internet, ou dans votre bibliothèque, ou où vous voulez en fait. C'est comme vous voulez. Alors, on en est où? Voilà, donc 1346, bataille de Crécy et grosse défaite française. 1347, siège de Calais, épisode des bourgeois de Calais, etc. Le gars, ragaillardi, parce qu'en fait, il a que des victoires, il descend et il va jusqu'à Poitiers. Donc là, vous voyez, on était à Amiens, on est monté jusqu'à Calais, on descend jusqu'à Poitiers, donc le gars fait du chemin. Et il y arrive en 1356. Donc là, vous voyez que, pareil, hein, il y a 9 ans qui sont passés aux oubliettes. Donc il a fait plein de choses pendant ces 9 ans. Plein de choses extraordinaires ou pas. Enfin, on s'en fout dans cette vidéo. On va à l'essentiel parce il nous reste 108 ans, en gros. Donc on avance. Donc il arrive à Poitiers en 1356 où il défonce le successeur de Philippe VI. Alors, c'est même pas la peine de le nommer parce que ça va aller très vite. Parce que Édouard III, vous commencez à le comprendre, il a une sacrée longévité. Il va régner pendant, si je ne dis pas de bêtises, mais dans mon souvenir, il règne pendant 50 ans. Et vous comprenez qu'en 1400 et des patates, régner pendant 50 ans, c'est quand même un défi. Surtout quand on fait la guerre en France pendant des dizaines d'années. C'est quand même un beau défi relevé. Donc d'un côté, on a Édouard III pendant 2000 ans. Et du côté français, on va avoir Philippe VI, le successeur de Philippe VI, et Charles V. Et après, on va avoir Henri V du côté anglais, et Charles VI, Charles VII. Donc les Français ont en moyenne une longévité à chier par rapport aux petits Anglais de cette époque. Mais il faudrait y réfléchir. Bon, je passe sur cette question passionnante. Et donc, en 1356... le successeur de Philippe VI se fait défoncer à Poitiers. Pour mettre fin à tout ça, il y a un traité qui est signé en 1360. C'est le traité de Bretigny, donc là encore j'ai mis à la poubelle de l'histoire. 4 ans, c'est gratuit. Voilà, donc on est en 1360 et le traité de Bretigny est signé. Et en gros, dans le traité de Bretigny, il est dit que Édouard III renonce à ses prétentions sur la couronne de France, mais en gros, si on regarde dans les faits, il récupère la moitié du territoire français, quoi. Donc il n'a pas tout perdu dans cette affaire. Fin de la première période, 1337-1360, comme je l'avais dit, période où la France se prend une grosse raclée. Alors, ensuite on arrive dans la deuxième période, 1360-1380, évidemment c'est encore des dates schématiques, quoi, c'est pour que ça reste en tête. Et là, en gros, on va avoir Charles V, donc le successeur du successeur de Philippe VI côté français, et de l'autre côté, toujours l'increvable Édouard III, donc Édouard III. Voilà, Charles V, alors, donc là encore, il y a plein de représentations complètement clichés dans le roman national français, donc c'est un roi artiste et tout, machin. Bref, peu importe, en gros, il n'a pas très envie de s'occuper des affaires militaires, hein. Moi, si j'étais reine, non plus, ça m'ennuierait énormément. Et du coup, il fait appel à un breton. Pourquoi un breton? Voilà. Bon, il fait appel à un breton qui s'appelle Bertrand du Guesclin. Alors Bertrand du Guesclin, c'est peut-être un des seuls noms avec Jeanne d'Arc qui reste de cette longue période de 116 ans que tout le monde a oublié.
Alors, Bertrand du Guesclin, il est très rageux et il va mener une guérilla contre les Anglais. Donc en gros, 1360-1380, c'est censé être la période de paix liée au traité qui vient d'être signé. Et en fait, bah, pas tant que ça, puisque celui que Charles V, donc Charles V français, a nommé pour s'occuper, enfin, à qui il a délégué les affaires militaires, bah, aime bien ça, se prend au jeu, et du coup, il récupère quasiment tous les territoires qui avaient été cédés par le traité aux Anglais, tout sauf la Guyenne, donc la fameuse Guyenne, toujours près de Bordeaux et tout, sauf la Guyenne, Cherbourg et Calais. Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Alors, pendant ce temps, hein, parce que là, on fait 20 ans, pareil, 20 ans d'histoire, en 14 secondes, bah, toujours, je vais quand même résumer en 2 secondes ce qui se passe pendant ça. C'est une très très belle période de l'histoire de France. En tout cas, les manuels scolaires en ont fait un truc horrible. Alors, je sais pas comment c'était vraiment, mais ça fait pas rêver. Donc, pendant ce temps-là, il y a la peste. Voilà, alors la peste, je le rappelle, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait des problèmes avec, autour de la mer Noire avec les Mongols. Et les Mongols, ils n'étaient pas très contents et leur arme de destruction massive, c'était affreux. Ils prenaient des gars qui avaient la peste et ils les catapultaient sur les ennemis européens. Et du coup, comme c'était dans la mer Noire, bah, ça a été des marins. Et du coup, les marins, chaque fois qu'ils arrivaient dans un port, ils faisaient ah coucou, on a la peste et tout ça avec les rats qui se répandaient. Donc évidemment, Marseille, etc., Venise, tous les ports d'Europe ont été infestés par la peste. Et je le rappelle, la peste c'est quand même une petite purge de 1/3 de la population européenne de l'époque. Donc entre la guerre et la peste, bah, c'était pas vraiment la fête, quoi. C'était pas une période, genre si vous avez une machine à remonter le temps, on évite. Alors, du coup, il y a la peste d'un côté, et pendant ce temps aussi, bah, vous imaginez, parce que là, on parle en fait des gens qui se font la guéguerre à haut niveau, genre le roi, les trônes, etc., les mercenaires, les chevaliers, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, il y a tous les autres qui payent des impôts pas possibles, parce que les guerres, c'est toujours très très cher. Et du coup, bah, ils en ont marre et ils se révoltent. Donc, les paysans se révoltent, on appelle ça les jacqueries parce que, voilà, c'est des petits surnoms d'époque. On appelait les paysans Jacques Bonhomme, tu vois, pour dire t'es pas malin, toi, tu vois. Donc, voilà, parce qu'il y avait évidemment tout un mépris de classe. Enfin, c'était pas l'époque de l'amour et dans le pré avec les petites biquettes magnifiques et tout. Non, c'était horrible. Bon. Donc, voilà, les paysans se révoltent. Parce qu'eux, ils sont ni vraiment français, ni vraiment anglais, ils s'en foutent, mais ils ont plus un rond, ils crèvent la dalle, il y a la peste, c'est la mort, et en plus on leur demande de payer banco pour une guerre qu'ils ne veulent pas. Voilà, donc c'est une période horrible. Voilà, fin de 1360-1380, une bien belle période. Donc, pourquoi je divise ça? Parce qu'en gros, symboliquement, 1380, ça va être la date où ça va être la fin du règne de Charles V, bah, il va crever, et son successeur, ça va être Charles VI, et Charles VI est complètement maboule. Alors à l'époque, bah, on n'enferme pas les fous, voire clin d'œil, wink, à Michel Foucault, c'est pas encore le moment où on compartimente la société, et du coup les fous au pouvoir, c'est pas un problème, c'est Dieu qui envoie ça, c'est normal. Donc on garde le roi fou, et comme il va mettre un petit moment à crever, et ben il y a cette période que j'ai délimitée là, 1380-1420 à peu près, où c'est sous le règne de Charles VI, le roi fou, comme dans Game of Thrones, fou. Mais il n'a pas de dragon, donc c'est beaucoup moins spectaculaire. Voilà, donc la période 1380-1420, sous Charles VI le fou, c'est une période particulière parce que quand vous avez un roi fou qui ne sait pas bien tenir son royaume, et ben comme un petit peu partout il y a des grands seigneurs qui aimeraient bien avoir plus de pouvoir, et ben si le roi les tient pas, ils essaient de reprendre le pouvoir. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir deux clans qui vont se former. Évidemment, là encore, je schématise énormément. Pardon pour l'histoire de France. Voilà. Et donc, en gros, chacun va essayer de gagner du pouvoir en profitant de l'instabilité liée à la folie du roi. Et du coup, on va avoir d'un côté ceux qui vont s'appeler les Bourguignons parce que y a un territoire, vous savez qu'il y a quand même
territoire en France s'appelle la Bourgogne. Donc les Bourguignons. Et de l'autre côté, on va avoir, il y a un coin un autre coin, et bref, les Armagnacs contre les Bourguignons, avec deux parties, donc je vous le fais à l'envers, de la France qui vont s'affronter. Mais en fait, c'est pas deux parties de la France, c'est des gens sous le roi qui profitent qu'il soit fou pour arriver avoir un petit peu plus de pouvoir. Et donc ils vont s'affronter entre eux parce que ils sont rivaux, et il va y avoir des meurtres, des crimes, des trahisons, des paix, des guerres, ça va être voilà, le wild. Bon, 1377 si je ne me trompe pas, Édouard III crève. Oh, enfin, après 50 ans de règne, Édouard III meurt. Et son successeur, ça va être Charles V. Donc on va aller jusqu'à Charles VI avec la descendance anglaise. Donc, à Édouard III d'Angleterre succède Charles V, n'importe quoi, Henri V d'Angleterre. J'ai dit Charles. Bon, donc Henri V d'Angleterre succède à Édouard III d'Angleterre. J'ai bien dit Henri V, Henry V, voir les pièces de Shakespeare dont on parlera tout à l'heure. Donc, Henri V succède à Édouard III d'Angleterre, et il se dit, dis donc, c'était merveilleux, le roi est fou comme un cajot, les Armagnacs et les Bourguignons sont complètement rageux, donc c'est l'horreur en France, donc c'est à nouveau le moment de revendiquer le trône de France. Et donc, il revient avec la même revendication qu'en 1337, celle d'Édouard III, en disant voilà, c'est le bordel en France, je veux devenir roi de France. Bon, et là, ça va être encore 1380-1420, non seulement il y a la guerre des différents clans en France, mais en plus il y a la guerre, s'ajoute à ça le fait que Henri V veut récupérer la couronne de France, et du coup c'est le wild quoi. Alors, il y a une grosse bataille, 1415, Azincourt. Et alors là, Azincourt, c'est une défaite française, comme on en a connu, heureusement peu. Alors je dis je me sens pas super française du XIVe siècle, mais peu importe. Surtout que dans ce temps-là, mes ancêtres étaient plutôt vers l'Ukraine. Donc rien à voir, mais c'est pas grave. On en reparlera plus tard. Ou pas. Du coup, Azincourt, 1415, qu'est-ce qui se passe? Il a plu, donc c'est la boue, c'est dégueu et tout ça. Et les Français arrivent, les premières livres arrivent à l'astro pour faire la guerre. Et les premiers disent, oula, mais ça glisse un petit peu. Zip, bap, boum, ils s'enlisent. Donc dans les manuels d'histoire, ça dit, les premières lignes des chevaliers s'enlisent. Et les deuxièmes, les lignes qui suivent s'embourbent devant cet obstacle. Donc en gros, c'est les premiers se vautrent parce que ça glisse. Et les autres qui ont lancé l'assaut dans la foulée se vautrent sur eux. Alors c'est pas drôle du tout. D'accord? C'est l'histoire de France, c'est pas drôle. Voilà, mais en gros, c'est quand même une bonne manœuvre ratée. Et donc pendant ce temps, les Anglais font oh my goodness, thanks God, ils se sont battus comme des abrutis. On va pouvoir, et si on leur jetait des flèches dans le cul? Et donc ils dégainent leurs arcs, ils piou. Voilà, je fais très bien les Anglais et je fais super bien l'archer. J'ai jamais lancé une fléchette, même pas une fléchette dans un bar. Et bon, peu importe. Fin du débat. Donc, Azincourt, pour situer, on est toujours dans le nord, près de la côte, etc. Azincourt, c'est près du Touquet-Plage. Paris-la-Plage. Voilà. Donc, voilà pour la bataille d'Azincourt. Donc, vous comprenez bien que c'est une victoire anglaise. Il y a 6000 morts côté français, hein, donc c'est quand même assez consistant. Et là, Henri V a tellement battu qu'il ne prend même pas trop de prisonniers. Il n'en a même pas besoin. Parce qu'en principe, les prisonniers, ça rapporte une blinde de thunes, plein d'argent. Parce que après ça fait des demandes de rançon, etc., etc. Et là il se dit non, vas-y, je vous les laisse. Ma victoire est tellement totale que j'ai pas besoin de ça. C'est ça la suprématie british. Bon, il en prend quand même quelques-uns pour se faire un peu de pognon, mais pas tant que ça. Bon, et puis il continue, et là encore, pouf, je mets 4 ans d'histoire à la poubelle pour arriver en 1419 où il prend Rouen. Donc Rouen devient anglaise, si vous m'avez bien suivi, parce qu'on est avec Henri V, le successeur d'Édouard III d'Angleterre, qui essaie de récupérer le trône de France et qui a mis une grosse raclée aux Français en envoyant des flèches dans le cul aux soldats qui s'étaient ramassés, enfin aux soldats, c'est pas vraiment le terme. En tout cas, grosse victoire, et du coup, il continue, il va à Rouen, c'est plus facile à situer sur une carte que Azincourt. Et voilà, donc c'est la grosse débâcle française.
Et du coup, en 1420, est signé le traité de Troyes. Alors le traité de Troyes, peut-être vous connaissez pas, hein, c'est pas non plus le point crucial de l'histoire, mais si vous regardez par exemple un des ouvrages de l'histoire de France ou de Ferry, là, dans les années 1880-1890, c'est le honteux traité de Troyes. C'est le jour où les Français ont failli devenir anglais. Alors là, vous avez des frissons, vous dites « Oh mince, what the fuck? Ah non, on est tout pris par l'anglais, le globish, etc. On est tout imbibé de ça. » Mais non, vous voyez déjà vos ancêtres tout prêts à manger des, comment ça s'appelle, baked beans et des toasts au ketchup. Mais en fait, c'est une vision quand même très, très, très 20e, 21e siècle. Mais elle a commencé au 19e siècle. On verra comment, pourquoi. J'ajoute par là, parce que j'ai peur d'oublier de le dire tout à l'heure, hein. Pendant 4 siècles après toute cette période, Jeanne d'Arc, tout le monde s'en foutait. Et ils l'ont ressorti du placard hyper tard. Et c'est au 19e siècle qu'ils ont commencé à écrire des poèmes sur Jeanne d'Arc, à la poétiser, etc. Mais personne n'en a rien à foutre à cette époque-là. Et je rappelle que Jeanne d'Arc a été canonisée en... On se dit, ouais, 16e siècle, allez, vas-y. 17e? Je dirais non. 18? Non. 19? Non. En 1920. D'accord? Donc Jeanne d'Arc, il a vraiment ressorti du placard pour la faire canoniser super tard. Pendant tout un temps, personne n'en avait pas grand-chose à cirer, on va dire les choses comme ça. Même si l'expression me fait rire. Rien à cirer. Rien. Pas de chaussures. Rien. Alors, du coup, le traité de Troyes, c'est un peu tordu. Donc, on a d'un côté Henri V, l'anglais. De l'autre côté, on a Charles VI, le fou. Et Henri V, l'anglais, il a la bonne trentaine, l'âge parfait. Et alors que Charles VI, il commence à être vieux, il a 50 ans, il commence à dater. Et donc tout le monde pense que Charles VI, le fou, va crever avant Henri V, l'anglais. Et du coup, la paix, enfin le traité de Troyes, c'est de dire que la fille de Charles VI le fou, Charlotte VII, non je rigole, donc la fille de Charles VI le fou, va épouser le roi Henri V d'Angleterre, et que, comme ça, à la mort de Charles VI le fou, et ben Henri V l'anglais régnera sur la France. C'est pour ça qu'on dit que voilà, on a failli avoir un roi anglais. Oh my god! Alors, je précise là, parce que quand même, on est un peu dans le roman national, donc même si on se moque pas mal du roman national, hein, peut-être même trop pour certains, même si on se moque pas mal du roman national, je précise quand même un petit point. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, que devenir anglais pour le français de l'époque, c'est pas du tout une angoisse. En fait, c'est plus une angoisse pour les Anglais que l'Angleterre devienne la couronne de France, c'est-à-dire que le roi d'Angleterre soit aussi le roi de France. C'est plus une angoisse pour les Anglais que pour les Français. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que ils se disent que ils le voient pas en termes de ouais, on aura un super grand territoire, on sera plus fort. Ils le voient plutôt dans le genre, bah voilà, nous on est une petite île, donc si notre roi fait l'acquisition, enfin arrive à conquérir la France, eh ben, il va faire l'effet île et métropole, et il va beaucoup plus s'occuper de la métropole que de l'île. Là, je fais appel aux Corses. Réflexion. Alors, après, il y aurait eu des indépendantistes anglais, enfin, ça aurait été toute une histoire. Bon, bref, vous comprenez l'enjeu, en fait. Donc, du coup, les Français moyens, je veux dire, pas le roi de France qui est là, oh, ma couronne. Mais les Français des campagnes et même les bourgeois, ils s'en fichent pas mal, quoi. D'autant qu'il y a des accords internes, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes sur un... Il y a des zones qui sont sous tutelle française, enfin liées aux intérêts français, à la couronne de France, par exemple les Flandres. Les Flandres ont un contrat quoi, avec les Anglais, ils ont des intérêts avec les Anglais parce que les Anglais ont des moutons, et comme en Flandre il y a des ports, on a besoin de moutons pour faire de la laine, pour tisser, pour les voiles, pour les bateaux. Donc en fait il y a plein d'accords internes qui feraient qu'il y a pas mal de gens qui ont à gagner le fait que ce soit un roi anglais
qui règne sur la France. Donc en fait, après, on a récupéré le roman national et l'identité française et l'idée de nation, etc., 19e et ses conséquences. Mais à l'époque, personne n'avait peur de manger des baked beans, comme je disais à l'époque, ou de conduire à gauche, bizarrement. Voilà. Voilà pour cette histoire du traité de Troyes. Le truc, c'est que... breaking news! Retournement, coup du sort! En fait, en pleine trentaine, le roi anglais Henri V, qui devait régner après la mort de Charles VI le Français, meurt avant Charles VI le Français. Pas beaucoup avant, mais suffisamment pour ne pas régner après sa mort. Capiche? Donc, je récapitule. Henri V devait régner après la mort de Charles VI le Fou de France, qui était 15 à 20 ans plus vieux que lui. Et en fait, le vieux meurt avant le jeune. Bon, 2 ans avant, mais avant quand même. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on arrive à la période suivante. On arrive à la dernière partie qui va aller assez vite parce que ça nous fait pas peur de traiter 1422-1453. Enfin, on était resté à 1420, mais il meurt en 1422, donc les rois, machin. Donc on va partir de 1422 jusqu'en 1453. Donc vous voyez que voilà, plus que 30 ans. 31 ans, ça nous fait pas peur. On va bien prendre 2 minutes 22 pour ça. C'est parti. Alors, du coup, comme les 2 rois sont morts, donc je rappelle Charles VI le fêlé, du côté français, et Henri V, le roi d'Angleterre, du côté anglais. Donc, comme ils meurent tous les deux, ça va être les successeurs. Alors, qui succède? Charles V, il a eu le temps de faire un bébé. Mais le bébé vient de naître, quoi. Donc, on organise vite fait une régence. Mais c'est pas pareil que d'avoir un vrai roi, une régence, voire la régence en France. Faites du slip qui fait frétiller les profs d'histoire. Nous allons parler de la régence aujourd'hui. Bon. Fin de la parenthèse, en plus, si vous l'avez pas compris, c'est parfaitement ridicule. Mais je crois que je suis obligée de m'y faire. Alors, donc d'un côté, le bébé Henry VI, donc Henri VI, fils d'Henri V d'Angleterre, et de l'autre côté, Charles VII, donc on n'a pas fait... Là, on vous facilite la tâche, je veux dire. Henri V fait Henri VI, Charles V fait... Non, pardon, Charles VI... Charles VI fait Charles VII. Donc, en France, on a Charles VII. Donc, Charles VII, vous avez compris que, voilà, il est plus légitime puisqu'il n'est pas censé succéder à... Enfin, il y a eu le traité de Troyes, et donc il n'a pas vraiment de légitimité. Donc, il est à Bourges, je crois. Enfin, bref, il est entouré de très peu de gens. Il est... Voilà, quoi, il est pas tout flambant. C'est pas le roi soleil, quoi. Pas du tout. Voilà. Et de l'autre côté, on a un bébé. Donc Henri VI, Charles VII, Henri VI le bébé d'Angleterre avec sa régence et Charles VII, le descendant de Charles VI, le foile de France. Voilà. Et Charles VII, ça va être Jeanne d'Arc qui va lui donner un coup de pied au cul en disant « Oh roi, j'entends des voix !» Alors, et donc c'est là que je vais vous faire en 2 minutes l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de Jeanne d'Arc? Parce qu'on dit la pucelle d'Orléans, etc., etc., mais en fait elle est née en Lorraine. Alors, Jeanne d'Arc, elle s'appelle Jeanne d'Arc, en fait c'est Jeanne, hein, parce qu'on est quand même en 1400 et des patates, donc c'est pas Jeanne, d'accord? Parce que Jeanne c'est un prénom très à la mode en ce moment, Jeanne, Léa, tout ça. Alors, donc c'est pas Jeanne, c'est Jeanne, et d'Arc ça veut dire du pont, littéralement, parce qu'un arc c'est un pont, du pont. Donc Jeanne Dupont, et fils de berger, enfin de paysan, enfin bref, en Lorraine. Alors après, ça a été revisité par le 19e, alors on dit, ouais, elle est pure, du coup elle avait des petites chèvres blanches, tu vois, elle n'avait pas gardé des grosses vaches pourries. J'ai rien contre les vaches, j'adore ça. Donc, voilà, donc elle fait paître ses moutons, et en faisant paître ses moutons, elle entend des voix. Bon, en fait, ses parents sont plutôt aisés, elle fait plus paître les moutons depuis un petit moment, enfin, tout ça c'est de la légende. Bon. Donc, elle a 12 ans et elle entend des voix. En gros, les voix disent, voilà, il faut que tu ailles remettre le roi légitime sur le trône. Et le roi légitime, selon ses voix, c'est Charles VII. Alors, j'aime pas me moquer des voix parce que j'aime bien les expériences mystiques. Peu importe, en tout cas, ce qui me fait rire, c'est ce que l'histoire en a fait, enfin, le roman national en a fait. Et les poètes qu'ils en ont fait aussi. Et le FN. N'en parlons pas. Je suis étranglée. Donc...
À 12 ans, elle entend des voix. À 16 ans, elle essaie d'aller voir le roi. Une voix bizarre, je me suis étranglée. Elle essaie d'aller voir le roi, mais c'est comme en boîte de nuit. On lui dit, t'as 16 ans, t'es trop jeune, rentre chez toi. Elle fait, oh mais non, mais laissez-moi rentrer. Non, il n'y a pas moyen de discuter. You don't have your ID. T'as pas ta carte d'identité, tu peux pas consommer d'alcool. Alors évidemment, je romance un peu à mon tour. Donc en gros, elle essaie d'aller voir le roi et on lui dit non, t'es une bergère de Lorraine, va pas voir un roi, c'est tout. Parce qu'en plus on a peur qu'il meure et tout, machin, bon. Et du coup, elle retente l'année d'après, comme à la Nouvelle Star ou à The Voice. Et donc elle revient, ou comme quand tu redoubles. Mais c'est has-been. Alors, le redoublement, ça se fait plus dans l'éducation nationale. Fin du débat. Donc, elle retente l'année d'après, on lui dit « Oh, ok, ouais, super, va voir le roi. » Et là, quand même, on inspecte à qui on a affaire, parce que le roi ne rencontre pas, enfin, le non-roi ne rencontre pas n'importe qui. Et du coup, il y a deux questions cruciales qui se posent. Hein. On est en 1429, deux questions cruciales se posent. Un, est-ce qu'elle est vraiment vierge? Et deux, est-ce que c'est une sorcière? Hein, c'est resté dans les mentalités, c'est un petit peu ce que se demande tout un chacun quand il voit une femme de 17 ans. Est-ce qu'elle est vierge et est-ce que... Non, elle a le droit des femmes à évoluer. Est-ce qu'elle est vierge et est-ce que c'est une sorcière? Alors donc effectivement, il y a plein de matrones qui vont lui regarder la foufoune pour voir si elle est bien vierge. Et on se dit, bon, c'est bon, elle est vierge, donc on peut la croire. Voilà. Donc du coup, elle reconnaît le roi. Donc là, il y a plein de légendes. En fait, le roi se fait passer pour quelqu'un d'autre selon les versions. Et elle dit, oh mais non, mais c'est pas vous le roi, c'est lui. Oh, comment as-tu reconnu? Mais j'entends des voix, tu comprends, c'est la Vierge Marie qui m'aide et tout. Bon, alors j'ai rien contre les gens qui sont aidés contre la Vierge Marie, mais la manière dont c'est raconté dans les films, c'est trop rigolo. Donc il fait, oh non, bah bon. Et elle lui dit, vas-y le roi, mais remonte sur le trône quoi, sauve l'honneur de la France, tu vois, alors que j'ai expliqué que à l'époque c'était pas le problème d'être anglais ou français. Bon. Et le roi Charles VII, il dit, ouais mais après tout, pourquoi pas? Why not? Et du coup, elle est pleine de fougue, et elle a le droit de mener des hommes, et elle arrive à faire lever le siège d'Orléans. D'où la pucelle d'Orléans. Et pucelle, hein, maintenant on dit une pucelle, c'est quelqu'un qui n'a pas couché, un gros puceau, c'est voilà, bon, alors, c'est pas bien de dire ça. En tout cas, ça veut juste dire jeune fille, hein. Si vous lisez un texte en ancien français, ils sont pas juste obsédés, enfin ils sont obsédés par le fait que les gens soient, oui ou non, couchés, c'est une grosse problématique du temps. Mais pucelle, ça veut pas dire juste cette grosse pucelle à 17 ans quand même. Non, ça veut juste dire que c'est une jeune fille. Bon, et du coup, à force d'avoir levé le siège, donc levé le siège, pas des toilettes, lever le siège, c'est-à-dire les gens qui empêchaient les gens d'Orléans d'avoir pouvoir faire rentrer des denrées ou sortir de chez eux, elle fait lever ce siège et c'est super, ouais, bravo la pucelle, t'es trop forte, etc. Bon, super. Et du coup, le roi se sent légitime à nouveau, comme héritier de la couronne de France, et du coup, il va se faire sacrer, selon la coutume, de Clovis, etc., à Reims, et donc, voilà, il reprend du poil de la bête. Pendant ce temps-là, Jeanne d'Arc, elle dit, ouais, mais on va pas s'arrêter là, on va faire plein de conquêtes et tout. Et le roi dit, ouais, c'est ça, calme-toi. Il commence à avoir peur parce que maintenant qu'il est reconnu et qu'il est à peu près légitime, il n'a pas envie de se faire griller sa réputation. Donc il lui dit, écoute, tu prends 4-5 hommes avec toi là, et toi et ta bande, vous allez faire toutes les conquêtes que vous voulez. Et là, ouais, on y va. Mais en gros, il y a plus grand monde qui la suit et elle fait plus vraiment de conquêtes. Et elle se fait blesser et elle se fait ramasser par les Bourguignons qui, comme ils sont contre les Armagnacs, ont des intérêts avec les Anglais et donc ils la vendent aux Anglais. C'est beau l'histoire. Et donc Jeanne d'Arc, la pucelle toujours plus telle, elle n'aura jamais connu l'amour, est vendue aux Anglais. Et là il y a un tribunal religieux qui essaie de voir si c'est une sorcière. Deuxième fois, tu vois. D'ailleurs chez Shakespeare c'est rigolo parce qu'il y a une pièce où elle apparaît. D'accord, dans la plaie, je crois que du coup, ça doit être... Attends, je vais pas dire de bêtises. Donc, on est chez les Henri. Donc, ça doit être Henri V. Ouais.
mais il fait son petit truc Shakespeare. Bon bref, elle apparaît dans une pièce de Shakespeare et c'est là, c'est une sorcière quoi. Voilà, elle dit ah là, avant j'étais toute burinée par le soleil et puis depuis que les voix m'ont parlé, je suis devenue comme un ange et tout. Et elle est séduisante, elle a la langue bien pendue, enfin elle est pas du tout comme dans les poèmes français, etc. Donc c'est trop rigolo. Si vous voulez une autre version de Jeanne d'Arc, lisez Shakespeare. Alors, du coup, voilà, elle se fait choper par les Bourguignons qui la vendent deux Anglais parce que c'est des gens sympas, les Bourguignons. Et ils en font, voilà, donc ils hésitent, bœuf bourguignon, non, elle finira en barbecue saucisse grillée. Pardon, c'est pas rigolo, en fait c'est horrible. En le disant, ça me crève le cœur. Et encore plus rigolo, hein, il faut faire ce qu'on peut avec l'histoire. En fait, c'est très triste et gore. En fait, celui qui l'a fait griller comme une saucisse s'appelle Cochon. Donc c'est un gros barbecue. Mais un barbecue fait par un cochon. C-A-U cochon, hein, pas C-O-C-H-O-N. Ce serait trop rigolo. Donc elle se fait, voilà, et donc les Anglais se disent est-ce que c'est une sorcière? Et ils n'arrivent pas à prouver que c'est une sorcière, et donc elle se fait griller. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est travestie. Bon, on n'est pas arrivé à prouver que c'était une sorcière, du coup, comment on pourrait se la faire griller? Parce qu'on va la faire griller, on sait tous que ça va finir comme ça, on est tous d'accord. Et ben, on va dire, ben voilà, mais porter des habits d'homme, franchement, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, ça mérite bien le bûcher, je veux dire. Il y a un moment, faut pas déconner. Voilà, donc, je vous l'ai dit, hein, n'allez pas trop au 15e siècle, c'est pas très très sympa. Donc voilà, et on peut se dire, et Charles VII alors quand même, elle l'a aidé, elle lui a fait avoir des victoires, c'est grâce à elle était là quand il s'est fait sacrer à Reims et tout, il vient pas la sauver, bah non. Il a peur qu'elle nuise à sa réputation. Donc il la laisse crever sur le barbecue. Voilà, et donc en gros, bah, on a Charles VII qui est sacré à Reims, Jeanne d'Arc qui grille comme une saucisse en 1431, donc 2 ans, hein, l'épopée Jeanne d'Arc, 2 ans, donc sur 116. Et en 1435 est signé le traité d'Arras. Et en fait, donc, bah, on est en 1435, alors que la date de la fin de la guerre des 100 ans, symboliquement, c'est 1453. Et c'est parce que 1453, c'est bah, la fin d'une forme de reconquête, quoi, quelque part. Charles... Parce que je confonds les Charles et les Henri, le français. Donc Charles VII va peu à peu reprendre les territoires qui avaient été cédés aux Anglais. Et symboliquement, en 1453, c'est quand il arrive en Guyenne, ce territoire extrêmement symbolique. Et donc 1435, traité d'Arras, 1453, donc oui, là on dit, que s'est-il passé pendant 35, 45, 53, donc pendant 18 ans, que s'est-il passé? Bah, pop, on s'en fout, on donne une chronologie de la guerre des 100 ans. Et donc jusqu'en 1453, où Charles VII récupère les territoires de la Guyenne. Voilà, est-ce que je fais un petit point sur la postérité? Ben voilà, après on a écrit un petit peu n'importe quoi sur Jeanne d'Arc, mais ça on en a parlé. L'idée de la France et de l'Angleterre a été reconstruite par le roman national français. Et donc tout ce qu'on a sur cette période, et en gros l'image quand on a fait le 19e siècle, la toute fin du 19e siècle, qui a récupéré le 20e siècle. Et Jeanne d'Arc, elle met tout le monde d'accord, parce que si vous êtes un fervent catholique, bah, ça vous parle, cette histoire de femme qui communique avec la Sainte Vierge, etc. Si vous êtes tout à fait, des catégories tout à fait différentes, hein, des causes tout à fait différentes. Quand il y a eu la résistance en France, bon, bah, cette nana qui est devenue entre les mains de ceux qui ont raconté son histoire à la fin du 19e siècle, celle qui, sous l'occupation anglaise, est arrivée à redonner à la France un roi et, enfin, disons, une souveraineté, on va dire. Voilà, bah, évidemment, c'est devenu l'icône de la résistance. Et après, bah, évidemment, si vous êtes un gros facho, boum, voilà, je suis pas très amatrice. Donc, si vous êtes un gros facho, ça vous parle aussi parce que le FN a récupéré cette héroïne nationale, etc. Donc, en fait, elle arrive à mettre d'accord des gens qui ne défendent pas du tout les mêmes causes et qui ne voient pas du tout dans Jeanne d'Arc chacun la même facette que l'histoire a mis en valeur. Voilà, bah, à une prochaine. Et voilà, bah, bonne lecture, parce qu'évidemment, vous allez vous plonger dans tous les manuels d'histoire sur Jeanne d'Arc et la guerre de 100 ans qui a duré 116 ans.